Bonjour. Avec un petit peu de retard, on va quand même essayer de commencer cette matinée. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au centre Pierre Mendès France pour la 3e édition des conférences Spectre et Innovation de l'ANFR. On ne présente plus l'ANFR qui est ces derniers temps présente sur tous les fronts. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir ce matin Madame Axelle Lemaire. Madame la Ministre, soyez la bienvenue à la conférence. Merci de nous accueillir chez vous dans ce prestigieux centre Pierre Mendès France. Vous allez nous dresser les grandes priorités de la gestion du spectre pour les mois et les années qui viennent. Vous avez, il y a quelques jours à peine, signé le contrat d'objectifs et de performance de l'Agence nationale des fréquences pour la période 2015-2017. Vous nous direz en quoi l'agence est appelée à jouer un rôle de plus en plus important en matière d'innovation et de croissance, et ce que vous attendez du plan stratégique sur la gestion des fréquences que vous lui avez demandé de préparer. Madame la Ministre, s'il vous plaît. Finalement, petit changement, donc Gilles, je pensais que vous viendriez après. Non, je ne peux pas parler après la ministre. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui au centre Pierre Mendès France pour la 3e édition de la conférence Spectre et Innovation de l'Agence nationale des fréquences. Je tiens tout d'abord à remercier Madame la ministre Axelle Lemaire, notre ministre de tutelle, pour le soutien constant qu'elle apporte à l'agence en général et à ce cycle de conférences en particulier. Je la remercie aussi vivement d'avoir bien voulu mettre à notre disposition ce centre de conférences prestigieux et bien gardé. En 2013, la première conférence Spectre et Innovation avait pour objectif d'illustrer l'importance pour l'innovation et la croissance des fréquences. L'édition 2014 a ensuite mis en lumière l'impact de cette ressource sur notre vie quotidienne, notamment avec l'Internet des objets et la ville intelligente, qui contribueront à nous faire entrer dans l'ère d'une société pleinement connectée. Je lisais récemment un périodique, un numéro spécial qui présentait 150 objets connectés pour Noël. Je me disais qu'il y a 5 ans, on aurait eu beaucoup de peine à en trouver 15. Il y a vraiment une croissance exponentielle de ces appareils. Et d'ailleurs, l'an passé, vous avez été nombreux, près de 300, à être présents ici même à Bercy, encore plus à regarder les débats en streaming et davantage à en lire les actes disponibles sur le site. Le streaming se développe aussi beaucoup et je me réjouis que vous soyez tous présents ce matin. Je salue également ceux qui nous regardent par Internet et je leur indique également que l'avantage de venir à Bercy, c'est qu'on peut aussi discuter entre les tables rondes et rencontrer des collègues et des amis, et c'est aussi l'intérêt de garder une conférence, sinon ça deviendra un MOOC un jour, et ce sera quand même un petit peu moins convivial. Donc, les intervenants de haut niveau sont succédés pour exposer le rôle des fréquences dans le quotidien de chacun d'entre nous. 2015, c'est une année de conférence mondiale des radiocommunications, ce qu'on appelle chez nous la CMR. Les CMR rythment la gestion des fréquences tous les 3 ou 4 ans et visent à modifier le règlement des radiocommunications, notre petit livre rouge à nous, qui est ce traité international signé par les 193 membres de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui régit le spectre au niveau mondial. La CMR 2015 s'est terminée le 27 novembre dernier, il y a tout juste 10 jours. Et donc la conférence Spectre et Innovation 2015 de l'agence se devait d'en tirer de premiers enseignements. Elle s'intitule donc « Les apports de la conférence mondiale des radiocommunications, quelles fréquences pour les réseaux de demain ?» Nos travaux de la matinée vont aborder les besoins en spectre pour les réseaux numériques et pour les transports du futur. Les fréquences sont en effet devenues, en quelque sorte, l'oxygène de la plupart des services numériques innovants et la clé de l'accès à des transports modernes et performants dans l'intérêt de tous nos concitoyens. L'objectif des conférences de l'agence est multiple. Il s'agit d'abord de sensibiliser un public large de professionnels que vous êtes, de professionnels du numérique aux enjeux des fréquences radioélectriques. Le spectre n'est pas un sujet réservé aux spécialistes, c'est une sorte de système nerveux de l'économie numérique. C'est donc de plus en plus l'affaire de tous. Il s'agit aussi de souligner l'importance économique et sociale des fréquences et de mettre en perspective l'action des pouvoirs publics pour en tirer le meilleur parti.
nous organisons donc cette conférence Spectre et Innovation au seuil d'une année, enfin plutôt en conclusion d'une année 2015 particulièrement intense pour notre agence. 4 chantiers ont rythmé l'année. Le premier chantier, naturellement, c'est la préparation de cette fameuse CMR. Plusieurs sujets majeurs ont été discutés, l'avenir de la bande UHF, les futures fréquences pour le très haut débit mobile, des sujets qui sont disjoints, les bandes de fréquences pour la 5G, des bandes dédiées à l'aviation civile avec ou sans pilote, la réservation de fréquences pour les services d'observation de la Terre, et ça rentre naturellement en résonance avec la COP21 qui est toujours actuellement en cours au Bourget, et où l'agence est présente d'ailleurs pour permettre aux négociateurs de négocier grâce à des nombreuses bulles Wi-Fi qui se brouillent un peu entre elles. Et donc, l'agence les fréquences, c'est aussi quelque chose qui permet de progresser sur la compréhension du climat. Nous reviendrons sur certains de ces sujets au cours des débats de ce matin, et François Rancy, le directeur élu du bureau des radiocommunications de l'UIT, qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'accepter l'invitation, nous parlera des principaux enseignements de cette CMR. Des équipes entières de l'agence, mais aussi des affectataires qui sont nombreux ce matin dans cette salle, et de grandes entreprises françaises ont été mobilisées et sont restés à Genève pendant 4 semaines pour toute la durée de la conférence mondiale. Jean-Pierre Lepester, le président de notre conseil d'administration, qui présidait également la délégation française à Genève, conclura cette matinée. Les résultats de la CMR guideront une partie du travail de l'agence pour les 4 années qui viennent. C'est bien montrer leur importance pour la structuration de notre paysage du spectre. Deuxième chantier, la mise en œuvre de la loi sur l'exposition du public aux ondes. C'est un sujet sensible, c'est l'autre face des fréquences, c'est un sujet d'inquiétude pour certains de nos concitoyens. Pour les pouvoirs publics, il s'agit de concilier, d'une part, l'information de nos concitoyens et la concertation entre les opérateurs mobiles, les élus, les riverains au moment de l'installation de nouvelles antennes. Et d'autre part, les déploiements rapides des réseaux numériques indispensables à la compétitivité de la France. Cette loi, plus connue sous le nom de loi Abeille, désormais, a, je crois, permis d'atteindre un équilibre satisfaisant. Elle donnera toute sa mesure lorsque les textes d'application paraîtront début 2016. La Direction générale des entreprises y travaille activement. Pour l'agence, il s'agira d'abord de définir, recenser, vérifier le traitement des points que l'on appelle désormais atypiques. Il s'agira aussi d'animer un comité national de dialogue avec toutes les parties prenantes. Il s'agira enfin de publier des lignes directrices sur la simulation de l'exposition aux ondes, ce qui interviendra prochainement. Troisième chantier, la mise en œuvre des préconisations du rapport de Joël Toledano, qui est présente ce matin, pour une gestion du spectre plus favorable à l'innovation. Ce chantier a commencé dès mars 2015 avec l'ouverture d'un guichet innovation pour accompagner les porteurs de projets innovants. Après un peu d'interrogation, les entreprises sont venues à ce guichet et viennent de plus en plus fréquemment, les entreprises, des start-up, des entreprises innovantes, pour avoir des explications sur la gestion du spectre et sur les conditions qui leur permettraient de rentrer dans cette activité qui est importante pour elles. Les startups doivent gérer en général plusieurs fluides, la matière grise, l'argent et bientôt aussi le spectre. Et je pense que la compréhension des enjeux du spectre est extrêmement importante pour la croissance des entreprises innovantes. En parallèle, l'agence a recherché des solutions pour faciliter l'Internet des objets dans les bandes dites basses, c'est-à-dire sous 1 GHz. Nous aurons aussi l'occasion d'en reparler au cours de la matinée. L'Internet des objets est une tendance de fond qui va considérablement modifier le numérique dans les années à venir. De nombreuses entreprises françaises sont actives dans ce domaine et se distinguent au niveau mondial. L'ANFR se doit d'accompagner et d'anticiper ce mouvement. En 2016, nous poursuivrons aussi les travaux pour que soit conduite une expérimentation de License Shared Access, ou partage du spectre sous licence. C'est aussi en 2013 que l'ANFR remettra à la ministre, Axelle Lemaire, à sa demande, un plan stratégique sur l'évolution des usages et de la gestion du spectre. C'est la première fois que la France élaborera un tel document. L'objectif est de donner une meilleure visibilité aux décideurs sur les grandes évolutions de l'usage du spectre, de l'aménagement de ce territoire numérique dans les années qui viennent. Quatrième chantier, ce sera le dernier que j'évoquerai ce matin, la fameuse bande des 700 MHz. Une partie de cette bande, 2 fois 30 MHz de spectre, viennent d'être attribuées par l'ARCEP aux opérateurs mobiles. Le montant atteint par les enchères montre clairement l'utilité de ces fréquences. L'ARCEP viendra nous en parler tout à l'heure et je remercie Philippe Dissler de sa présence. Plusieurs missions importantes ont été confiées à l'agence, la coordination aux frontières, mais c'est assez usuel, la protection de la réception de la TNT pour remédier aux éventuels brouillages que pourraient créer les nouvelles antennes relais dans la bande des 700,
mais c'est aussi une activité que nous faisons pour la bande des 800. L'allocation des aides lors du passage au tout HD, puis lors des réaménagements régionaux, et enfin la communication aux professionnels, aux élus et aussi au grand public. Et c'est là une mission nouvelle pour l'agence. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, vous l'avez vu, le logo de l'agence a changé pour mieux se marier avec les couleurs nationales. Et la campagne de communication grand public sur le passage à la télévision de définition a été lancée le 20 novembre. Donc c'est la première fois que des spots pour la télévision tous à la TNT HD passent sur les écrans des chaînes de la TNT avec une conclusion où figure l'Agence des fréquences. C'est l'aboutissement d'un travail entamé depuis plus d'1 an et qui doit durer jusqu'au 5 avril prochain, date à laquelle la diffusion HD sera généralisée pour toutes les chaînes gratuites de la TNT. Et bien sûr, nous poursuivrons jusqu'en 2019 pour le rangement des fréquences, région par région, pour que tous les Français puissent accéder au nouveau haut débit mobile rendu possible par la bande des 700 sans rien perdre du bouquet télévisuel, avec en plus une meilleure définition puisque tout sera en HD. Toutes les chaînes gratuites seront en HD. L'agence s'est mobilisée pour que cette libération se passe sans heurts et continuera à le faire. Le défi est de taille puisque, c'est un scoop, désormais, ce ne sont que 5 millions de postes de télévision selon nos estimations qui devraient être adaptés pour passer à la HD. Il y a quelques semaines encore, on parlait de 6,3 millions. Donc il y a une fonte régulière qui n'est pas que statistique et c'est réjouissant. Donc 5 millions de postes à convertir d'ici le 5 avril. Beaucoup de 5 dans cette affaire finalement. Mais c'est un défi quand même puisqu'il ne reste que 120 jours pour y parvenir. Le régulateur de l'audiovisuel, le CSA, qui est à nos côtés dans cette grande opération, nous en parlera tout à l'heure et je salue aussi la présence d'Hubert Curien qui nous a rejoints ce matin. Quelques mots désormais sur le programme de ce matin. Donc après l'allocution de Madame la Ministre et l'intervention de François Rancy, nous aurons 2 tables rondes qui correspondent à 2 grands sujets abordés pendant la CMR. On n'a pas pu faire tous les sujets de la CMR, à vrai dire il y en avait je crois 40, donc il a fallu faire une sélection. La première table ronde s'intitule 5G, bande 700, Internet des objets, réseau de sécurité, quelle fréquence pour les réseaux numériques de demain ? Vaste programme, mais l'idée c'est bien sûr de parler de l'évolution de la consommation de données en mobilité, 60% en France entre 2014 et 2015. Donc l'agence, comme ses homologues du monde entier, cherche à identifier des bandes de fréquences pour la fameuse 5G, qui ne verra le jour qu'à partir de 2020-2022. C'est ce qui est passionnant dans notre métier de gestionnaire de fréquences. Notre quotidien d'aujourd'hui, c'est le numérique de demain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut trouver ces fréquences pour dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. La deuxième table ronde sera consacrée au transport du futur. Quels enjeux et quels besoins en matière de spectre ? Véhicules connectés, systèmes de transport intelligents, péage free flow, TGV du futur, ces transports sont à l'aube d'une véritable révolution. On ne fait pas là de la science-fiction. Dans 10 ans, tous les nouveaux véhicules, sans doute, bénéficieront d'assistance à la conduite. Et cette révolution reposera en grande partie sur des fréquences radioélectriques. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ces enjeux qui sont cruciaux, à la fois en termes de sécurité, mais aussi de respect de l'environnement. Dans le cadre des 34 plans de la nouvelle France industrielle, des travaux sont menés dans ce secteur et Cécile Dubarry, chef de service de l'économie numérique à la DGE, viendra notamment nous en parler et je la remercie. Entre ces 2 tables rondes, nous aurons le plaisir d'accueillir, il est déjà là d'ailleurs, Anthony Whelan de la Commission européenne et je lui sais gré d'être venu de Bruxelles ce matin. Il nous parlera de la vision européenne de la gestion des fréquences, sujet sur lequel nous avons eu l'occasion souvent d'échanger dans le cadre notamment du RSPG. Avant de conclure, je voudrais remercier Elsa Montbaron qui a accepté d'animer l'intégralité de cette conférence et nous vous sommes très reconnaissants, chère Elsa, de cette marque de confiance. Il est maintenant le temps de laisser la scène à nos invités. Je les remercie encore une fois de leur participation. Je voudrais aussi remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ici, ce matin, au Centre Pierre Mendès France, ou derrière les caméras en ligne sur Internet. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et de fructueux débats. Je vous remercie. Je pensais que vous inversiez. Mesdames et messieurs, les présidents et directeurs, cher Jean-Pierre, cher Gilles, mesdames et messieurs, chers amis des fréquences, bienvenue à Bercy. Je suis un peu déçue, étant donné l'actualité cinématographique, qui n'ait pas eu la musique de James Bond en montant sur la scène. Mais cette 3e conférence Spectre et Innovation, organisée par la NFR, intervient à un moment charnière, vous le savez. Nous venons d'attribuer ces fréquences de la bande 700 MHz
et la conférence mondiale des radiocommunications se termine à peine. Et d'ailleurs, les débats intervenus lors de cette CMR ont de nouveau montré à quel point nous sommes entrés dans une ère de tension structurelle pour l'accès au spectre radioélectrique. Face à ces usages croissants que Gilles a décrits, l'impossibilité de dégager de nouvelles ressources en fréquence dans des bandes facilement exploitables va nous amener, et qu'on le veuille ou non, à revoir les façons dont nous gérons le spectre, mais aussi la façon dont vous, entreprises comme service de l'État, en faites usage. Sur ces flots qui sont désormais plus agités, l'innovation, à l'image du titre de la conférence qui nous réunit ce matin, doit devenir une véritable boussole. D'abord parce que nos décisions en matière de gestion du spectre doivent se mettre au service de l'innovation pour éviter de devenir une entrave ou un frein. Nombreux sont les domaines qui vont réclamer de nouvelles fréquences. Oui, l'Internet mobile et sa gloutonnerie en ressources spectrales, mais aussi l'ensemble des usages qui gravitent autour de l'Internet des objets, les smart cities, les villes intelligentes, dont les transports intelligents, bien sûr, ou encore l'énergie, tous des secteurs qui traduisent les besoins croissants de l'industrie qui se numérise, là aussi qu'on le veuille ou non. Nous devons être à l'écoute de ces besoins, savoir être inventifs pour dégager les ressources dont ces multiples utilisateurs vont avoir besoin. Il y a aussi une seconde raison, peut-être plus importante encore, de vouloir plus d'innovation dans les fréquences. C'est cette innovation-là qui va nous permettre de rendre plus flexibles nos modes de gestion du spectre, d'apporter des réponses nouvelles à la pénurie, d'organiser une réponse, une utilisation plus réactive du spectre. Cette tendance de fond, elle peut d'ailleurs être observée partout, pas seulement en France, pas seulement en Europe. Il nous appartient de nous positionner sur les technologies qui, à l'image du partage dynamique du spectre, semblent les plus prometteuses. Nous devons donc pour cela renouveler notre politique de gestion des fréquences pour en faire un moyen en soi d'innover. Et ce contexte nouveau implique bien sûr un dialogue technique, à l'image de celui que vous aurez ce matin, par exemple, mais il implique aussi une véritable prise de conscience politique. Dès l'été 2014, j'avais mandaté l'ANFR pour mettre en œuvre certaines des préconisations formulées par Joël Toledano, que je salue. Le maître mot en était l'ouverture. Ouverture à des modes de gestion partagés du spectre, ouverture des fréquences utilisées à titre expérimental, ouverture de l'ANFR elle-même par la mise en place d'un point d'accès unique pour les utilisateurs innovants qui ont besoin d'être guidés dans leur propre usage des fréquences. Cette orientation, elle se retrouve désormais dans le contrat d'objectifs et de performance de l'agence que nous avons signé assez récemment avec Emmanuel Macron. C'était le 23 novembre pour la période 2015-2017. Cette même orientation, elle se retrouve aussi dans le projet de loi pour une République numérique qui sera présenté demain matin en Conseil des ministres. Le texte prévoit des aménagements pour les bandes de fréquences partagées comme pour le recours à l'expérimentation. Et au-delà, nous devons construire brique après brique une véritable politique publique des fréquences qui puisse s'appuyer sur une analyse prospective des besoins et sur la définition partagée des meilleurs moyens d'y répondre. Car rien ne serait pire que ce spectre d'un retard français et européen dans des domaines, les équipements télécoms, les transports, les objets connectés, dans lesquels nous ne manquons pas d'atouts dans l'essor de l'économie numérique. Cette stratégie, elle doit se construire avec l'ensemble de la communauté, des affectataires et des utilisateurs, des industriels et des services de l'État qui sont les mieux à même de faire l'analyse critique de leurs besoins. Et elle nous oblige collectivement à revoir certaines des vieilles façons de faire, celles héritées d'un monde où il était plus facile de gérer le spectre comme on entretient les haies d'un jardin à la française. Il est naturellement essentiel que ce travail s'inscrive dans une dynamique européenne, car c'est évidemment à cette échelle que se construisent les grandes orientations qui peuvent ensuite être défendues dans les instances internationales. On l'a vu au cours de la CMR, seule la coordination des positions du bloc européen
a permis de résister aux tentatives de dernière minute qui font certes le sel de ces conférences, comme cela fut de nouveau le cas s'agissant du devenir de la bande UHF, mais qui montrent aussi la nécessité d'avoir une parole commune en Europe sur ces sujets. Alors que la Commission européenne vient d'engager les travaux de révision du cadre européen des télécoms, il est donc aussi légitime qu'un certain degré de coordination soit trouvé dans les attributions de nouvelles bandes de fréquences aux télécoms. La France n'y est pas opposée, bien au contraire. Évitons de nous retrouver comme il y a quelques années où les calendriers d'attribution très décalés de la bande 800, par exemple, avaient privé les utilisateurs européens de 4G dans cette bande sur toute une génération de terminaux, ce qui a aussi eu pour effet de retarder le développement de cette offre 4G dans les pays qui avaient déjà attribué les fréquences. Sachons faire bloc, donc, de notre continent pour tenir notre rang dans ces domaines où nous avons la compétence technique, où nous avons un marché intérieur demandeur et encore aujourd'hui les industriels dont vous faites partie pour y répondre. Et ce qui est vrai en matière de fréquence l'est également en amont pour la normalisation qui fait partie des enjeux clairement identifiés dans le cadre des travaux européens sur le Digital Single Market. Nous venons d'attribuer la bande 700 MHz en France, rejoignant ainsi quelques États européens pionniers. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des acteurs publics, ministères, autorités indépendantes et l'agence, bien sûr, qui ont permis que cette attribution puisse se tenir dans de bonnes conditions, malgré un calendrier exigeant. Ces fréquences sont essentielles pour accompagner des consommations d'Internet mobile qui ne cessent de croître. Aujourd'hui, 58% de la population est équipée en smartphone, et parce qu'avec la 4G, les consommations individuelles augmentent fortement. Ces fréquences, elles sont aussi la promesse d'une couverture mobile de tout le territoire national. Nous y avons inclus au moment de l'attribution des obligations renforcées par rapport à des attributions précédentes pour que les habitants de notre pays n'attendent pas la 4G pendant des décennies. C'est une dimension cardinale de la politique des fréquences, notamment en bande basse. Mais ces fréquences, elles doivent aussi pouvoir être le terrain de développement des prochaines générations de technologies mobiles, pour lesquelles je souhaite là aussi que les équipementiers français européens puissent être aux avant-postes. Voilà, beaucoup reste à faire, vous le savez, mais vous voyez à la fois mon réalisme, mon optimisme et mon engagement à faire de cette politique du spectre l'un des moyens d'une politique publique qui se doit d'accompagner et de favoriser l'innovation, bien au-delà d'ailleurs du seul cercle des start-up industriels, publics et concernés par ces enjeux d'innovation pour préparer l'économie de demain. Alors, puissent vos débats de ce matin nous permettre de progresser ensemble. Je vous souhaite pour cela une excellente matinée de travail. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci. Nous accueillons désormais sur scène Monsieur François Rancy. François Rancy, vous avez été élu au poste de directeur de radiocommunication de l'UIT par la conférence plénipotentiaire qui s'est tenue en 2010 à Guadalajara au Mexique. Est-ce que j'ai bien dit Guadalajara au Mexique? Vous avez pris vos fonctions le 1er janvier 2011, il y a à peu près 5 ans donc. La CMR qui vient de s'achever était votre deuxième, en tant que directeur du bureau des radiocommunications. Elle a à la fois privilégié l'harmonisation et la sécurisation des investissements, mais aussi ouvert la voie aux nouveaux usages que Madame la Ministre évoquait juste avant. Vous êtes reconnu comme un des plus grands spécialistes mondiaux de la gestion du spectre, ni plus ni moins. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce matin. Nous attendons donc votre analyse sur ces sujets brûlants. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Madame la Ministre, Monsieur le Président de l'ANFR, Monsieur le Directeur Général de l'ANFR, Directeur Général de l'ARCEP, chers collègues et chers amis, c'est un plaisir de venir participer à vos débats ce matin. Et notamment parce que, comme vous le disiez, Madame la Ministre, la CMR vient à peine de se terminer, donc il est possible d'en tirer certains enseignements. Je ne dirais pas d'en tirer tous les enseignements parce que ça demande de prendre un certain recul.
Mais pour cela, je voudrais tout d'abord rappeler à quoi servent les conférences mondiales des radiocommunications. Évidemment, il s'agit de mettre à jour le traité international sur l'usage du spectre que représente le règlement des radiocommunications. Mais pour être plus précis, cette mise à jour consiste à confronter ce que permettent les nouvelles technologies, ou ce qu'elles vont permettre plutôt, car on prend les nouvelles technologies un petit peu à l'avance, des fois 20 ans avant, et de confronter également l'évolution des usages avec l'existant. Alors il y a, je dirais, une certaine magie à voir que les représentants de 162 pays qui étaient présents à cette conférence arrivent à se mettre d'accord en 4 semaines sur une quarantaine de sujets très compliqués et à pondre pendant ces 4 semaines 450 pages de réglementation assez complexes sur l'usage du spectre. Qu'est-ce qui pousse les 3300 délégués qui étaient présents à cette conférence à se mettre d'accord et à le faire par consensus, c'est-à-dire sans aucun vote? Eh bien, c'est le fait qu'on travaille sur un objet commun, une ressource commune qui est le spectre, et qu'aucun pays ne peut prétendre utiliser cette ressource sans prendre en compte les besoins de ses voisins. Et je crois que c'est assez clair, il suffit qu'il y ait même un seul pays qui a un problème, eh bien, on cherche une solution pour satisfaire ce pays. Et à la fin de ces 4 semaines, c'est quelque chose qui me fascine toujours de voir que malgré tout ce qu'on a pu dire auparavant, on va s'organiser pour ne pas avoir à passer les dernières nuits comme des nuits blanches. Eh bien, cela se produit inéluctablement. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on s'oblige à chaque fois à souffrir de cette manière? Et je crois que la réponse, c'est que justement, on doit trouver une solution pour tous les problèmes et sans vote, de façon à ce que, à la fin de cette conférence, l'ensemble des pays, des 193 États membres de l'UIT, puissent signer ce traité international mis à jour et le mettre en application, c'est-à-dire adapter leur dispositif législatif national à ce qui a été décidé. Et je dirais, s'il y avait un vote, ça s'y poserait une grande difficulté. Donc il n'y a pas de vote. Et je crois que si on arrive à ce résultat, c'est parce que tout le monde est bien conscient qu'on doit se mettre d'accord. Évidemment, cela ne peut arriver qu'à la fin, c'est-à-dire que tout le monde puisse rentrer chez soi en expliquant qu'il s'est battu comme un lion jusqu'au bout et qu'il ne pouvait pas obtenir plus. Alors, ce qu'on essaie d'obtenir dans une conférence, je crois que c'est ce qu'on appelle en économie l'optimum de Pareto, c'est-à-dire que le résultat est ce que chacun pouvait obtenir de mieux. Et on s'arrête en fait quand tout le monde est convaincu qu'il ne peut pas obtenir plus. Alors ça explique aussi deux choses, pourquoi on y passe les dernières nuits, parce qu'il faut se convaincre de ça, et aussi pourquoi tout le monde est content à la fin. On le voit, les sourires de tout le monde dès qu'on arrive à la dernière plénière et qu'on en est au discours, il y a une détente qui fait que, eh bien oui, on est convaincu qu'on y est arrivé et qu'on ne pouvait pas obtenir plus. Alors qu'est-ce qui fait, je dirais, la difficulté des CMR? Il y a 2 axes de tension qui me paraissent importants. Le premier, c'est le fait de trouver un équilibre entre la protection des investissements qui ont été réalisés dans le spectre, dans les systèmes de radiocommunication, qu'il s'agisse de services mobiles, radiodiffusion, satellites, systèmes militaires, etc. Et entre ces systèmes et
les nouveaux systèmes qui vont arriver et qui vont utiliser des nouvelles technologies, fournir des nouveaux services. Et donc cette confrontation entre, je dirais, l'ancien et le moderne est le premier axe de tension. Sachant que ce qui est moderne aujourd'hui sera ancien demain. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas voter. Si on votait, rien ne dirait que dans 4 ans, un autre vote pourrait en fait annuler celui qui vient d'être fait. Donc on progresse peut-être un peu plus lentement de cette manière, mais on progresse au consensus de façon à ne pas mettre en danger les investissements qui ont été réalisés il y a peut-être 4-5 ans et qui vont être là pendant encore 20 ou 30 ans. Le deuxième axe de tension dans une CMR, c'est la tension entre l'harmonisation des fréquences et ce qu'on a tendance à appeler la flexibilité. Alors, la flexibilité nous a été très souvent servie à toutes les sauces, pas seulement dans les fréquences. On peut dire qu'au fond, chacun peut faire dans son coin ce qu'il veut, tant que ça ne gêne pas les autres, ce n'est pas un problème. Eh bien, justement, si l'évolution aujourd'hui, l'évolution majeure, c'est la mondialisation, dans les fréquences, cela s'appelle l'harmonisation. Et cette évolution est absolument contraignante, je dirais. Et je crois que l'enseignement majeur de cette conférence, comme d'ailleurs celui de la conférence précédente en 2012, c'est la prise de conscience par la totalité des États membres de l'UIT que l'harmonisation mondiale des fréquences est un objectif prioritaire. Je crois que cela explique pourquoi, à cette conférence, les services mobiles qui essayaient d'obtenir beaucoup de nouvelles bandes de fréquences, en fait, n'en ont obtenu que 3, mais 3 harmonisées mondialement, ou quasi mondialement. Il s'agit de la bande 700 MHz dont vous parliez. On a tendance à penser que c'était une décision de la CMR 2012, c'est vrai, mais elle restait à confirmer par la CMR 2015, c'est ce qui a été fait. La deuxième bande, c'est plus de 90 MHz dans la bande L, à 1,5 GHz, donc des fréquences très intéressantes, voisines de 1 GHz, donc avec une bonne couverture du territoire. Et la troisième, c'est la bande C, 3,4 à 3,6 GHz. Donc des fréquences harmonisées quasi mondialement. Et je crois que quand on voit l'importance d'une telle harmonisation, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les opérateurs et l'industrie mobile en général. Et puisqu'on parlait de cet axe de tension entre les anciens et les modernes, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ces décisions d'augmenter de façon très significative l'espace de fréquences disponible pour le mobile large bande a été prise sans affecter de façon considérable les autres parties prenantes dans le spectre, c'est-à-dire la radiodiffusion en dessous de 700 MHz et l'industrie satellite dans la bande C. C'est une des caractéristiques du mobile large bande à travers les IMT, c'est que c'est tellement important, c'est devenu tellement important dans nos sociétés qu'on sent bien que lâcher une bande pour les IMT, c'est quasiment la perdre définitivement pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui. Et donc, je crois qu'on peut se réjouir de la décision de la conférence, qui est que l'avenir de la radiodiffusion en dessous de 700 MHz et l'avenir des satellites au-dessus de 3,6 GHz maintenant sont assurés pour une période de temps considérable. Alors je voudrais, dans le peu de temps qui me reste, je voudrais mentionner une des grandes difficultés qui a vu le jour pendant cette conférence. C'est le fait que si les conférences mondiales des radiocommunications se passent bien depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a mis en place un système de préparation
très approfondie qui s'articule autour du rôle des groupes régionaux. Donc pour l'Europe, c'est la CEPT. Madame la ministre et Gilles Brégon ont insisté sur l'importance de la coordination régionale. Mais il y a aussi 5 autres groupes régionaux au niveau mondial qui font cette préparation pour construire peu à peu le consensus qui devra être dégagé pendant la conférence. Alors, le défi qui s'est posé à cette conférence, c'est que les groupes régionaux, sur beaucoup de sujets importants, étaient divisés. Et cela a rendu la construction du consensus beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate. Mais l'enseignement principal, c'est qu'à la fin, c'est quand même les groupes régionaux qui ont réussi à mettre d'accord les dissidents dans chaque région. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est le fait que quand on est dans une situation comme cela, les solutions qui s'imposent sont développées non plus seulement par groupe régional, mais par groupe de groupes régionaux. Alors ça, c'est quelque chose d'important, je crois, pour la suite des conférences mondiales. C'est que beaucoup de choses se sont décidées à cette conférence au sein de la région 1, c'est-à-dire entre les 4 groupes régionaux qui forment la région 1. La CEPT, le groupe Afrique, le groupe arabe et le groupe RCC, donc les ex-pays de l'URSS. Donc je crois que dans les stratégies futures, c'est quelque chose à prendre en compte. Et autant on peut dire un pays tout seul ne peut avoir raison. Dans une conférence où on fonctionne au consensus, il faut être d'accord au sein d'une région. Mais c'est aussi vrai pour les 4 groupes régionaux qui constituent la région 1. C'est-à-dire qu'un groupe régional tout seul ne peut pas avoir raison. Et donc ça veut dire une préparation plus poussée au niveau de l'interaction entre les groupes et la prise en compte plus en amont des besoins des autres groupes. Voilà les principaux sujets sur lesquels je souhaitais discuter. Il y a un dernier point pour conclure, c'est qu'est-ce qui va se passer en préparation de la CMR 2019. Alors, un des sujets un peu nouveaux qui va apparaître, c'est le fait que dans certaines bandes de fréquences, notamment la bande des 37 GHz, qui apporte quand même 2 GHz de spectre supplémentaires, dans cette bande, vous avez 3 points de l'ordre du jour où des nouveaux entrants visent une attribution dans cette bande. Les IMT, donc le mobile large bande, mais aussi les plateformes à haute altitude, donc ce que nos amis de Google et Facebook appellent des ballons ou des drones, pour fournir aussi de la connexion large bande. Et troisièmement, les systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite. Donc là aussi, des systèmes qui envisagent d'utiliser ces bandes pour apporter les services large bande directement dans les zones qui sont aujourd'hui non couvertes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces 3 points de l'ordre du jour tirent sur la même bande de fréquence, mais de 3 angles différents, ce qui fait que les interactions entre ces 3 nouveaux entrants, en fait, sont aussi à étudier. Donc c'est une interconnexion entre 3 points de l'ordre du jour, ce qui est quelque chose qu'on a jusqu'à présent pas tellement eu à faire. Donc une grande difficulté et probablement un choix à faire entre ces 3 nouveaux entrants qui probablement sont incompatibles entre eux. Là aussi, donc, de grandes difficultés en perspective. Donc, les défis passés, les défis futurs, voilà les quelques points sur lesquels je voulais parler ce matin. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rancy. On va tout de suite commencer passer à la première table ronde de la matinée. Je vais appeler les intervenants assez rapidement. Philippe Dissler, vous êtes membre du collège de l'ARCEP. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Philippe, il papote avec sa voisine. Ça commence. Merci.
Nicolas Curien, membre du collège du CSA. Daniela Genta, vice-présidente Radio Regulatory Affairs and Policy d'Airbus DNS. Ulrich Refus, Head of Spectrum Policy de Nokia Networks. Soline Olzanski, directeur ou directrice stratégie et innovation de Hub One. Olivier Huard, PDG de TDF. Georges Karam, président de la FNUM. Et Vladimir Boquet, Head of Policy, Planning of Government and Regulatory Affairs for GSMA. Enfin en français. Merci. Non, c'est moi. Bonjour. Je vais rester debout. Bien, nous allons commencer assez rapidement par le premier thème de cette table ronde qui s'intitule 5G, bande 700, Internet des objets, réseau de sécurité, quelle fréquence pour les réseaux numériques de demain. On a vu les ambitions des uns et des autres sur l'Internet des objets, la connexion, les smartphones, les nouveaux objets connectés, smart cities, you name it, you got it, smart grid, tout ce que vous voulez. Le premier thème que nous allons aborder sur ces nouveaux réseaux sera le thème de la bande des 700 MHz, qui vient donc d'être cédé aux opérateurs pour 2,8 milliards d'euros. On peut dire que c'est une opération qui a été menée avec succès pour l'ARCEP, avec une procédure maintenant terminée, mais des obligations à tenir pour les opérateurs. Philippe Dissler, si vous voulez revenir sur cette opération et sur les obligations donc, des opérateurs et l'opération de passage à la TNT que nous aborderons après. Je vais être relativement bref. D'abord pour rappeler, comme le soulignait la ministre, que c'était une opération qui a associé de nombreux acteurs et pas uniquement l'ARCEP, même si c'est l'ARCEP qui a proposé la procédure et qui l'a conduit. Voilà, ça dépendait de beaucoup d'autres décisions, à la fois au niveau réglementaire, au niveau législatif et bien évidemment du côté du CSA, tout le processus de libération des bandes qui est absolument essentiel pour mettre concrètement effectivement ces fréquences à la disposition effectivement des acteurs. Donc la logique de la procédure a été de pondérer en liaison avec le gouvernement les objectifs habituels de ce type de mise sur le marché de fréquences, donc un objectif de donner de l'essence aux opérateurs pour qu'ils puissent mettre ça dans leur moteur et développer effectivement des services et faire jouer le marché. Un objectif bien évidemment de valorisation de cette bande pour le patrimoine commun, le patrimoine de l'État, et évidemment des dispositions relatives à l'aménagement du territoire, puisque la pure logique économique conduirait les opérateurs à différencier de façon importante le déploiement de ces réseaux sur le territoire. Donc en termes d'objectifs, on retrouve avec le décalage qui est lié à la fois à la date de la procédure et à la disponibilité des fréquences, les obligations de couverture similaires à celles qui existent pour la bande 800 au niveau métropolitain, au niveau de la couverture de population de chaque département et de la zone de déploiement prioritaire qui avait été introduite à l'occasion de la bande 800, qui couvre 18% de la population, mais 63% du territoire, et dans lesquels on a fixé des calendriers anticipés par rapport à un calendrier que les opérateurs suivraient avec une pure logique économique. Donc là, en l'occurrence, 50% de couverture de la zone prioritaire pour la bande 700, avec les fréquences de la bande 700 début 2022. Une innovation majeure, effectivement, en matière d'aménagement du territoire, ça a été les obligations de couverture de ce qu'on appelle les trains du quotidien. Donc, en fait, le réseau ferré régional au niveau national, donc c'est les TER et tous les trains, effectivement, de la région Île-de-France, RER, etc., ce qui représente à peu près 22 000 km de voies avec un objectif de déploiement ambitieux. Et je dirais
moyens assez ouverts pour les opérateurs, puisqu'on peut imaginer, on espère, et on peut imaginer qu'ils mettront leurs efforts en commun pour réaliser le plus rapidement possible cet objectif de la façon la plus rationnelle. Voilà en quelques mots le contenu des objectifs. Alors, côté télécom, on a bien compris, c'est plutôt une satisfaction. Et qu'en est-il pour la libération de la bande, le passage à la TNT HD qui est prévu le 5 avril sur le dispositif mis en place? Peut-être Nicolas Curien, si vous voulez commencer à répondre, et puis on passera le micro ensuite à Olivier. Oui, merci. Alors effectivement, dans une opération de transfert, il y a toujours un receveur qui vient de s'exprimer et un donneur qui, en l'occurrence, est le secteur de l'audiovisuel. Et donc au CSA, nous avons dû mener dans un calendrier extrêmement serré un certain nombre d'opérations qui préparent la libération de cette bande 700 qui est déjà vendue aux acteurs du mobile. Alors il y a un petit miracle, c'est que l'audiovisuel déménage dans un appartement plus petit puisqu'il cède à peu près un tiers de sa ressource, qui s'étend la bande résiduelle s'étend de 490 à 694, donc grosso modo 2 bandes de 100. Et puis au-dessus, il y avait la bande des 700 qu'on vient de céder. Et puis il y a 5 ans, on a cédé la bande des 800. Donc on déménage dans des appartements de plus en plus petits, comme on fait souvent, quelquefois dans la vie, mais avec des meubles plus rangeants. Et grâce à ces meubles plus rangeants, on peut non seulement recaser toutes les chaînes de télévision, mais les caser dans des meilleures conditions, puisque, comme il a été rappelé tout à l'heure, toutes les chaînes, ou presque toutes les chaînes, passeront en HD le 5 avril, c'est-à-dire quand même avec un gros progrès dans la résolution de l'image, pour peu qu'on ait un téléviseur avec une dalle et un écran qui permettent de restituer la HD. Donc je voudrais dire aussi que nous sommes au CSA très satisfaits des résultats de la CMR. C'est pas compliqué, comme nous sommes les gardiens des intérêts de la plateforme TNT, quand les radiodiffuseurs sont contents, nous sommes contents. Or, il y a toute raison d'être satisfait, et pour les radiodiffuseurs et pour nous, puisque pour la première fois depuis une dizaine d'années, la conférence mondiale des radiocoms a épargné la bande UHF, qui restera dans son intégrité pour la partie 470-694, jusqu'en 2023. Et ça, c'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'on a un horizon de visibilité pour la prochaine décennie. Donc, on est satisfait, mais on réalise bien qu'il s'agit là d'un compromis, que la pression est forte pour un basculement à terme vers l'IMT, c'est-à-dire vers la cession de cette bande, la continuation de la cession de cette bande vers les usages télécoms. D'autant plus que si encore une écrasante majorité de pays au niveau mondial et singulièrement en région 1 de l'UIT, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, est favorable à un maintien de l'affectation à l'audiovisuel, une petite minorité, et non des moindres, alors en dehors de la zone, il y a les États-Unis, mais à l'intérieur de la région 1, les Émirats d'Arabes Unis ou l'Égypte et certains pays africains poussent plutôt à un basculement vers les mobiles. Donc c'est le résultat d'un compromis. François Rancy disait tout à l'heure, on a obtenu le meilleur résultat qu'on pouvait obtenir, un optimum de Pareto, c'est-à-dire que non seulement chacun a obtenu le mieux que ce qu'il pouvait obtenir, mais il ne pourrait pas obtenir plus, surtout sans léser les intérêts des autres. Donc on pense qu'effectivement, la CMR est arrivée à un optimum de Pareto sous la forme de ce compromis, mais on reste vigilant, bien sûr, au CSA, parce que même si on a cette visibilité de 8 ans, bon, même si la question de la poursuite du transfert n'est pas à l'ordre du jour de 2019, en 2019, en revanche, on commencera à préparer les travaux d'études pour 2023. 2023, si vous comparez ça aux recommandations du rapport Lamy et à ce qui est inscrit dans la loi du 15 octobre en France sur le second dividende numérique, c'est-à-dire un horizon de 2030 pour la pérennité de la plateforme TNT, enfin de sa partie résiduelle, et avec une clause de rendez-vous en 2025, la CMR de 2023, finalement, c'est une clause de rendez-vous en 2023. Donc on est à peu près, on anticipe un peu, mais on est à peu près conforme au calendrier Lamy, ce qui nous satisfait raisonnablement, en restant vigilant. Alors Olivier Huard, est-ce qu'à TDF, vous êtes aussi satisfait du passage à
à la TNT HD? Alors, il y a deux choses. D'abord, je voudrais m'associer aux remerciements de TDF auprès de la délégation française concernant les travaux de la CMR, parce que je crois que c'est vrai, c'était pas gagné d'avance. Et donc là, pour une fois, je crois que pour la première fois, c'était cité de l'histoire probablement de l'histoire du spectre. On va avoir un petit peu de visibilité sur le devenir de l'usage des fréquences. Mais permettez-moi peut-être aujourd'hui de vous présenter un petit peu l'envers du décor. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire jusqu'au 5 avril. On a parlé de 120 jours. Hein, c'est effectivement dans moins de 4 mois. Et je crois, en tout cas c'est la position de TDF, qu'on a là le contre-exemple de ce qu'il ne faut plus faire. Et je voudrais revenir peut-être sur 5 points. Premièrement, globalement, le secteur, jusqu'ici, a peut-être manqué de lisibilité sur la stratégie industrielle en termes de fréquences. Je rappelle 2 chiffres ou 2 dates. Le 12 décembre 2012, les pouvoirs publics lancent 2 MUX supplémentaires, donc 2 réseaux numériques de télévision supplémentaires. Et 2 ans après, une décision est prise pour les arrêter, ce qui est entériné 3 ans après, donc par la loi d'octobre 2015. Et cette loi d'octobre 2015 donne finalement 6 à 7 mois pour tout le secteur pour se préparer industriellement. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des fréquences en France. Lors du premier dividende numérique, la loi de 2007 avait donné jusqu'en 2010-2011, soit 4 ans pour le secteur pour se préparer. Donc ça, c'est le premier point. Un manque de lisibilité de la stratégie industrielle qu'il faudra probablement rendre beaucoup plus lisible dans les exercices à venir. Deuxième point, c'est les délais législatifs qui sont hyper courts. Je les ai rappelés. Donc la loi est votée en octobre 2015 et a pour conséquence l'arrêt des réseaux numériques sur 8, c'est-à-dire une paille, 25% de la télévision numérique en France, 5 mois après. Ça, c'est quelque chose qui, dans des mots pudiques que le CSA a rappelé en disant qu'effectivement la préparation était très tendue. C'est mon 3e point. On est dans un contexte de précipitation opérationnelle. De vraie précipitation opérationnelle. Il nous reste 120 jours. Hein. Les MUX viennent tout juste d'être reconfigurés. Il faut maintenant prendre des décisions opérationnelles sur les têtes de réseau, les préparations de tout ce qui est contribution opérationnelle, libération des bandes de fréquences 700 en Île-de-France. Il y a un travail considérable encore à faire et ça va reposer sur un nombre limité finalement d'épaules que sont les épaules des opérateurs techniques de diffusion et notamment celle de TDF. Donc il y a une précipitation opérationnelle, j'espère que tout le monde en est conscient, parce qu'il y a encore un boulot monstrueux. Donc ça s'appelle 2 éléments complémentaires. Premièrement, pour la première fois, finalement les pouvoirs publics font face à des demandes d'indemnisation de la part de certains acteurs qui s'estiment lésés et qui font face donc à un préjudice. Ces discussions sont en cours, ne sont encore pas totalement réglées, et on aurait peut-être pu s'économiser ce genre de discussion en travaillant un calendrier un peu plus long. Et puis, comme ça a été rappelé, je crois maintenant qu'il faut se tourner vers le futur et travailler à la planification, c'est mon 5e point et dernier point, moyen terme de l'usage des fréquences, notamment la bande des 500 et des 600, et peut-être également prolonger ce que la loi de modernisation de la TNT permet, c'est-à-dire le passage généralisé à la haute définition, ça ce sera fait dans 4 mois pour toutes les chaînes gratuites, mais également probablement
préparait le lancement de télévision en ultra haute définition, en 4K, d'ici la fin de la décennie. Donc voilà, c'est pour moi le contre-exemple de ce qu'il faudrait ne plus faire, et je nous invite tous collectivement à travailler dans la décennie à venir pour préparer les prochains rendez-vous rappelés par Nicolas Curien, à savoir les rendez-vous de 2023, pour préparer les étapes d'après. Bien, puisque Olivier, vous nous appelez à nous projeter un petit peu dans l'avenir, une petite question encore à Nicolas Curien sur comment voyez-vous dans ces cas-là, mais ça appelle une réponse courte, l'audiovisuel en français en 2040, enfin, qui est un petit peu de prospective à moyen terme ou long terme. Oui, vous parlez d'un avenir que je ne verrai peut-être pas. Écoutez, je pense que à la fois les technologies et les usages auront beaucoup changé par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui et même ce qu'on peut pressentir aujourd'hui. Du côté des plateformes techniques, j'imagine une assez grande convergence entre réseau filaire, réseau hertzien, réseau fixe, réseau mobile. J'imagine une espèce de continuum de ressources techniques qui seront allouées de façon flexible et dynamique aux différents usages qui se présentent sur ces réseaux. Donc une beaucoup plus grande intégration, une convergence beaucoup plus aboutie des réseaux d'un côté. Et puis d'un autre côté, je vois aussi une assez grande convergence et un tissu sans couture de contenu. Aujourd'hui, il y a une assez grande différence encore entre ce qu'il est convenu d'appeler l'audiovisuel d'un côté et puis de l'autre côté, les contenus data, vidéo qu'on trouve sur Internet. Je pense que le fossé entre ces deux types de contenus, dont certains considèrent qu'aujourd'hui les uns sont de basse qualité sur Internet et les autres de haute qualité sur la télévision, tout ce tissu, tout ce fossé va se remplir et il y aura un continuum de contenu accessible sur cette plateforme intégrée de réseau. Donc si vous voulez, il y aura beaucoup moins de frontières nettes entre ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur de l'audiovisuel et le secteur de l'Internet. Il y aura un univers numérique dans lequel les contenus formeront un océan fondu. Et j'aime bien reprendre une image qui n'est pas due à moi, mais à Pierre Bélanger, le patron de Skyrock, qui parle souvent du bocal de l'audiovisuel. Imaginez le bocal de l'audiovisuel posé au fond de l'océan du numérique. Et le bocal est ouvert, et donc il y a les petits poissons rouges à l'intérieur du bocal, les TF1, les M6, les Next Radio TV. Et puis il y a les gros poissons dans l'océan numérique, les acteurs OTT, les GAFA, les Google, les Apple, les gros acteurs télécoms. Et on voit déjà aujourd'hui qu'il y a certains gros poissons de l'océan qui viennent se servir dans le bocal, et puis qu'il y a aussi des petits poissons du bocal qui nagent dans l'océan, qui grandissent ou qui se posent sur le dos de gros poissons. Et je pense qu'en 2040, il n'y aura plus de bocal du tout, les parois auront disparu, on sera dans un grand océan numérique dans lequel peut-être les termes actuels d'audiovisuel seront un peu ringardisés et on parlera de contenu, de data.